Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de ce webinaire sur le live des métiers d'avenir dans le sport. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir, nous les acteurs du sport, pour parler de ce secteur qui est tant dynamique et dont on espère qu'il suscitera parmi vous de nombreuses vocations. Il y a déjà deux premières choses que j'aimerais illustrer avant de commencer ce webinaire. C'est d'abord le premier point. Vous dire que ce webinaire est enregistré et que vous aurez tout loisir d'assister par la suite à celui-ci si vous n'avez pu assister à celui-ci en temps et en heure aujourd'hui. Voilà, vous aurez un lien de connexion qui vous sera envoyé après la diffusion de celui-ci. Le deuxième point, c'est que vous avez la possibilité d'interagir avec nous dans la rubrique questions en bas à droite. Voilà, vous avez une rubrique, un petit onglet questions avec un point d'interrogation. Donc, je vous invite à l'illustrer, à l'utiliser si vous souhaitez interagir avec nous. Voilà. Donc, on peut commencer. Voilà. Et vous dire que ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la semaine des métiers du sport. Il faut savoir que cette semaine-là a été programmée au départ dans le cadre du Grenelle de l'emploi et des métiers du sport, donc une volonté du ministère des Sports de illustrer ce secteur, de porter à la connaissance du public les possibilités de s'orienter, les possibilités d'emploi dans le champ du sport. D'où l'intitulé, d'où le titre, une semaine pour renforcer la connaissance des métiers du sport, susciter des vocations vers ces métiers, en lien, bien entendu, avec la prochaine organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Nous, acteurs du sport, représentant différentes institutions au sein du territoire régional, nous avions à cœur de participer dans le cadre de cette semaine et de vous proposer ce webinaire. Donc, je vais dès à présent vous présenter les différents contributeurs de celui-ci. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les différentes personnalités, mais vous parlez plus particulièrement des institutions. C'est tout d'abord les services de l'État et la Drages Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la délégation régionale académique pour la jeunesse, l'engagement et le sport. Nous avons également Pôle emploi qui a contribué, l'AFDAS qui est un opérateur de compétences dans le champ du sport, qui est en charge notamment du financement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. L'Agence de l'orientation, voilà, et également la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour terminer, le GEC, donc le groupement d'employeurs, profession, sport, loisirs, qui est un groupement d'employeurs dans le champ du sport. Les différentes thématiques de ce webinaire seront les suivantes. Tout d'abord, nous présenterons les grandes familles de métiers dans le secteur sportif. Et pour illustrer ces différentes familles, nous avons la chance d'avoir le témoignage de professionnels qui pourront évoquer leurs différentes activités. Nous verrons ensuite les différents secteurs de l'emploi sportif qui contribuent à l'emploi d'environ 400 000 personnes sur le territoire national à l'heure actuelle. Enfin, nous verrons les outils à votre disposition pour construire votre projet, et notamment en lien avec la présentation de l'Agence régionale de l'orientation. Et je passe la parole à Amélie de l'AFDAS. Merci Damien. Bonjour à tous. Je vais commencer la présentation par une slide qui illustre les grandes familles de métiers dans le secteur du sport. Comme l'a dit Damien, la filière sport génère près de 400 000 emplois en France avec une diversité de métiers. Travailler dans le secteur sportif, ça ne se limite pas à l'encadrement et l'entraînement sur le terrain. Ici, nous avons fait le choix de vous présenter 8 grandes familles de métiers issues d'une cartographie prospective des métiers du sport qui a été réalisée par le cabinet Amios et le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges en 2021. Sur la droite de la slide sont représentées les familles de métiers pour lesquelles on observe des métiers en tension et ou en développement, et par conséquent avec des débouchés professionnels qui seront plus importants.
Première famille, celle des métiers de l'enseignement et de l'encadrement sportif, avec comme métier en tension celui d'éducateur sportif, maître nageur sauveteur, mais également en voie de développement, tout ce qui concerne les métiers de la préparation physique et mentale et également le métier d'éducateur sport santé. Deuxième famille, celle des métiers du sport professionnel, avec comme métier émergent celui d'analyste de la performance. Troisième famille, les métiers de la direction de structure, de la gestion et de l'administration, avec des besoins sur les métiers de directeur, responsable de structure sportive, ou bien directeur responsable d'équipement sportif. Quatrième famille de métiers, celle des métiers du développement des activités. Comme métier en développement, on notera celui de chargé ou de responsable de développement. Je poursuis avec la famille des métiers de la formation, avec le métier de formateur. Formateur, par exemple, dans des organismes de formation spécialisés dans le sport, comme les CREPS, les UFR STAPS, ou encore les fédérations sportives qui ont leur propre organisme de formation. Sixième famille de métiers, donc les métiers liés à la santé et aux soins. Famille dans laquelle on va retrouver les métiers de médecin du sport, de kinésithérapeute ou encore de nutricien, diététicien. Septième famille, ceux de la logistique et de la gestion d'équipement. On retrouve ici les métiers d'agent d'entretien, de technicien de maintenance ou de responsable de sûreté et de sécurité. Dernière famille, celle des métiers de la vente et de la distribution que l'on peut retrouver dans les grandes enseignes de vente d'articles de sport ou encore dans les enseignes de cycle. Alors, exemple de métier, vendeur, responsable de marketing, chef de rayon ou de produit. Vous pouvez retrouver cette cartographie avec différentes fiches métiers sur le site des observatoires de l'AFDAS qui vous sera communiqué en fin de webinaire. Je vous remercie. Merci Amélie, je reprends le relais. Donc, pour illustrer ces grandes familles de métiers, on a la chance d'avoir 3 témoignages, 3 intervenants ici présents qui vont permettre de nous illustrer ces grandes familles avec leur lecture du terrain et leur expérience professionnelle. On a tout d'abord, alors honneur aux dames, Cécile Rousti, qui est maître nageur, sauveteur et conseillère technique sportif en natation. Donc à chaque fois, je vais vous poser les 3 mêmes questions. Cécile, je vous propose la question suivante. On aimerait savoir quel a été votre parcours de formation pour arriver à ce métier. Bonjour. Donc mon parcours de formation, j'ai commencé par les diplômes de secourisme en premier lieu, quand j'ai pu commencer dès que j'étais en 4e pour passer le premier diplôme de secourisme qui s'appelait le PSC1. J'ai poursuivi avec le PSE1 qui est un diplôme indispensable pour passer les diplômes suivants. Ensuite, j'ai passé ce qu'on appelle le BNSSA, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, quand j'étais en terminale, donc en parallèle de mon bac. Voilà. Donc parallèlement à ça, donc je passais mon bac économique et social. Suite à l'obtention de mon bac et du BNSSA, donc le BNSSA, ça permet de surveiller les accès payants, donc les plages, les piscines, etc., notamment sur la période estivale, mais maintenant on peut surveiller même toute l'année avec ce diplôme-là. Donc étant un métier en tension, il y a énormément de BNSSA qui sont recherchés sur notamment la période estivale. Ensuite, j'ai passé ce qu'on appelait le BESAN, brevet d'état d'éducateur sportif des activités aquatiques et de la natation. Donc ce BESAN n'existe plus maintenant, maintenant il a été remplacé par le BPGEPS activités aquatiques et de la natation, donc c'est un nouveau diplôme, mais la finalité est la même, c'est pour devenir maître nageur sauveteur. Donc ça permet d'enseigner contre rémunération notamment tout ce qui est natation. Donc on peut travailler dans les clubs, on peut travailler dans les collectivités territoriales, dans les clubs de fitness, enseigner aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, aux personnes porteurs de handicap. Donc
donc c'est une diversité de métiers importante. On peut enseigner l'aquagym et également surveiller tout ce qui est piscine, plage, lac, voilà, etc. Suite à ce BESAN, j'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif activité pour tous, ce qui m'a permis également de faire du sport dans les écoles. Donc, c'est hors métier de la natation, mais c'était un complément de diplôme intéressant. Suite à ça, je suis partie en faculté de sport, donc à l'UFR STAPS, afin de passer un DUG STAPS et une licence. Donc, à l'époque, c'était le DUG et le STAPS. Et la licence, pardon, licence management, pour ensuite pouvoir passer le concours de professorat de sport. Donc, le professorat de sport, c'est un concours qui permet de devenir fonctionnaire d'État. Et donc, suite à ce concours, j'ai le poste que j'occupe actuellement, conseiller technique national auprès de la Fédération française de natation et dépendant de la Dragesse Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Et en quoi consiste ce métier, plus exactement? Alors, aujourd'hui, mon métier de conseiller technique national est très varié. Donc, aujourd'hui, je fais partie du service formation de la Fédération française de natation. Donc, je suis sur l'écriture des diplômes, donc tout ce qui est organisation des diplômes, la nouvelle écriture quand il faut les déposer à France Compétences. Je suis également sur l'organisation des certifications. Je suis jury d'examen. Donc là, c'est vraiment tourné vers la formation. Mais je fais aussi également de l'organisation de compétitions, de l'accompagnement de bénévoles, de l'organisation et participation au stage, des sélections des sportifs. Moi, je n'entraîne pas, mais via ce concours, un certain nombre de collègues entraînent, et notamment le haut niveau. D'accord. Et concernant les avantages et inconvénients alors on ne peut pas dire du métier, on va dire des métiers, puisque vous avez eu cette double casquette, Oui. à la fois maître nageur, donc avantages, inconvénients, et désormais conseillère technique sportif. Alors, si on parle de maître nageur, les avantages, bah, c'est une variété du métier, puisque on fait de l'enseignement, de la surveillance. Puis bon, voilà, ça permet de transmettre notre passion aux enfants. Donc, moi, je trouve que c'est un gros avantage. Voilà, l'inconvénient, ben, on est aussi sur des horaires atypiques, donc on travaille le week-end et les soirées. Il y a aussi la notion concernant le maître nageur, il y a aussi la notion de risque, c'est-à-dire qu'on est en responsabilité d'un certain nombre de baigneurs et la notion de risque de noyade est importante. Donc, c'est une pression qui, pour moi, est un inconvénient. Voilà. Et concernant mon métier aujourd'hui de conseiller technique national, je travaille dans ma passion. J'ai la chance de travailler dans ma passion. Le métier est aussi très varié, suivant les missions qu'on nous donne. On ne fait pas du tout 2 journées la même chose d'affilée, donc ça évite la routine. On peut changer de mission au gré de nos envies, puisqu'on peut demander à changer de mission, donc c'est bien. On est fonctionnaire, donc on a également la sécurité de l'emploi. On est autonome dans notre travail et on travaille en équipe et on organise aussi notre propre temps de travail. Et concernant les inconvénients, je dirais que, étant donné qu'on travaille dans notre passion, ben, on peut vite se laisser déborder justement par la passion. Et du coup, on ne voit pas le temps passer, mais ça peut être très prenant. On est aussi sur des horaires atypiques, le week-end, les soirées. Voilà, on travaille principalement quand les autres ne travaillent pas. Et on travaille aussi avec des bénévoles, donc ce qui peut s'avérer être un inconvénient parce qu'ils sont sur leur temps de loisir, eux, ils ne sont pas dans leur travail, donc des fois ils ont du mal à réaliser que nous, c'est notre travail et que ce n'est pas notre loisir. Voilà. D'accord, très bien. Je regarde si en même temps on a des questions par rapport à votre activité. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression que le public a interagi. Pas de questions. Bah, écoutez, Céline, on vous remercie. On va passer à Aurélie.
Aurélie Laurent, donc, qui est gérante de salle de remise en forme. Est-ce que vous m'entendez, Aurélie? Est-ce que Oui, tout à c'est fait. bon? Est-ce que vous Bah, c'est m'entendez bien super. aussi? Oui, Parfait. très bien. Écoutez, on va vous poser les mêmes questions, hein. Il n'y aura pas vraiment d'originalité, mais du coup, on aimerait savoir quel a été votre parcours de formation pour arriver à ce métier. Et même bonjour à tous. Il y aura donc forcément des similitudes avec Céline. Donc, je passe mon diplôme d'éducateur sportif en 1998, ce qu'on appelait à l'époque en effet un BE et non un BP, donc un BE métier de la forme. Avant ce BE, il fallait valider donc en effet le secourisme avec le PSC1, mais également un tronc commun, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ce tronc commun nous permettait de nous positionner à des tests d'entrée pour le BE métier de la forme. Et donc je vais passer ces tests-là au Krebs de Vichy. Donc aujourd'hui, ce diplôme s'appelle le BP activité de la forme, avec donc les deux mentions, une mention HM aujourd'hui, qui donc permet d'encadrer tout ce qui est cardio-training et musculation, et la mention du coup cours collectif, qui permet d'encadrer plutôt tous les cours collectifs en musique avec un public divers et varié. Donc nous, dans le métier BE, métier de la forme en tout cas, et le diplôme métier de la forme à l'époque, les deux mentions étaient regroupées. Donc je passe ce diplôme en 1998 et donc l'obtiens en 1999 et décide donc de commencer en tout cas mon parcours d'éducateur sportif sur Clermont-Ferrand dans un des deux seuls clubs de remise en forme de l'époque. Et puis rapidement je m'éloigne de ce parcours salarié pour monter une association de loi de 1901, donc en 2001, dans mon village natal de Landes-sur-Alagnon, pour du coup en tout cas proposer ce type d'activité plutôt dans les villes moyennes, parce que persuadée qu'on pourrait développer en tout cas ce type de service plutôt dans les villes moyennes. Donc je commence ce parcours-là d'éducatrice sportive, donc seule en tant que salariée, jusqu'en 2005 où je décide de créer la société Agitaform, pour pouvoir proposer un club de remise en forme dans une toute petite ville qui est Landes-sur-Alagnon, donc de 1000 habitants. Donc l'aventure démarre là, et donc avec ce diplôme-là, pour expliquer à tous ceux qui écoutent, on peut encadrer tout type d'activité pour tout type de public, pour tout ce qui est lié aux activités de remise en forme. Donc très naturellement, dans cette première aventure Agitaform, je propose tout ce qui est activité de renforcement musculaire, de step, donc d'activité cardiovasculaire, et également tout ce qui est plutôt méthode douce comme le stretching. Dans ce parcours-là, je décide chaque année impérativement de me former à une option, en tout cas une particularité, enfin en tout cas une spécialité plus particulière, en me formant au yoga, au pilates, et puis à toutes les activités qui peuvent sortir au fil des années. Donc la Zumba, et puis j'en passe, la Zumba Kids, la Zumba Step, etc. Et puis tout ce qui arrive sur le marché au fur et à mesure pour rester bien en phase avec mon secteur. Et c'est ce que je fais très régulièrement jusqu'en 2013, où je décide finalement de proposer un club de remise en forme un petit peu plus important à Landes-sur-Alagnon, construisant un bâtiment et en y développant toute la partie également aquafitness. Et là, je commence à embaucher un petit peu plus de salariés, proposer divers services donc complémentaires à ma clientèle. Donc, ce premier club de remise en forme sort en 2013. Et puis, je commence à prendre à cette époque-là un petit peu plus la casquette de directrice de structure avec le management et la gestion d'équipe. Et puis, l'histoire est belle et finalement, je montre à mes partenaires que cette idée farfelue de monter des clubs de remise en forme en ville moyenne n'était pas si folle que ça. Et ça nous permet de dupliquer le modèle dans une deuxième ville qui est Brioude en 2018 et d'envisager, de rêver d'un parcours de développement en tout cas de cette enseigne en Auvergne, puisque au-delà d'être sportive, je suis amoureuse de ma région. Et donc, ma volonté, c'était de dupliquer ce format-là dans des villes moyennes en Auvergne. Donc, je continue mon petit bout de parcours en étant stoppée un petit peu quand même par la période Covid, qui est une période difficile dans le milieu du sport pour tous, mais qui nous permet, nous, en tout cas à notre échelle, de préparer un plan de développement de l'enseigne. Et donc, à ce moment-là, de quitter un peu plus cette casquette éducateur sportif en 2020 et de me focaliser sur des formations complémentaires, cette fois-ci pour envisager un plan de développement de l'enseigne.
Donc là, ma deuxième partie de carrière, ça a été plutôt de se dire, je me forme à la partie marketing, à la partie management, à la partie comptabilité également, qui me permettra et qui me permet aujourd'hui d'avoir plutôt ce poste et ce rôle de gestionnaire d'un développement de club de remise en forme. Donc, j'ai eu de la chance d'être accompagnée par les partenaires bancaires qui m'ont permis d'ouvrir l'année dernière un 3e centre sur Thiers. Et nous ouvrons dans 1 mois et demi un 4e centre sur Saint-Pour-Saint-sur-Sioule et bientôt un 5e avec Yssingeaux. Donc aujourd'hui, mon métier consiste en tout cas à plutôt encadrer et dupliquer ce format. Donc encadrer une équipe, bien sûr, d'éducateurs sportifs, et puis piloter et dupliquer ce format de club de remise en forme. D'accord, très bien. Et quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors les avantages, étant une passionnée de la remise en forme, évidemment, j'en ai plein. Mais c'est que c'est un métier passion, hein. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Donc c'est quand même sympa de pouvoir proposer et en tout cas transmettre sa passion à un public. C'est un métier également, comme le disait Céline, très diversifié. On n'a jamais le même public, jamais la même mission. Donc ça nous permet en effet de ne pas nous ennuyer au quotidien. Et sur la partie inconvénient, il faut quand même l'avouer, c'est un métier physique. J'ai passé donc 23 ans à donner des cours de fitness et c'est un métier qui fatigue physiquement. Donc ça, c'est vraiment le point difficile pour y faire en tout cas toute sa carrière. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un plan B ou un plan C pour quand on commence à prendre de l'âge pour continuer à vivre de cette passion-là. Et puis c'est un métier, comme l'a dit Céline, en effet aussi avec des horaires décalés. Donc forcément des horaires le soir ou le week-end quand les gens, eux, sont disponibles pour faire leurs loisirs. D'accord, très bien. Alors, j'ai vu qu'on avait dans le chat une question pour Céline, c'est bien ça? Je vais regarder. Oui, on a une question. Une question. Quel est le salaire débutant? Quel est votre salaire au début? Alors, pour Céline en tant que maître nageur, c'est ça? Ou pour Aurélie en tant que... La question est quel est le salaire débutant de la personne qui parle? Donc, je suppose que c'est pour Ah, ok, Aurélie. d'accord, Je pour sais pas. Aurélie. Ok, très Ou bien. Céline. Merci Stéphanie. Alors, si on s'en tient à la convention collective du sport, puisqu'elle régit notre domaine d'activité, on va dire qu'un salaire pour débuter, si on s'en tient à la convention du sport, pour un éducateur sportif, ça doit être, mais vous m'arrêtez si je me trompe, mais à peu près 1 350 €. On doit être dans ces eaux-là aujourd'hui. Évidemment, libre dans les structures privées en tout cas, de suivre et en tout cas d'augmenter un petit peu ce salaire de démarrage. Mais ensuite, normalement, l'éducateur groupe 3, en tout cas pour un éducateur sportif, c'est à quelque chose près 1 350 €. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Pas de retour, c'est que ça doit être bon. Donc, c'est à peu près ça. Voilà. Après, évidemment que aujourd'hui, sur certains domaines en tension, et notamment le domaine aquatique, il est assez fréquent que les propositions soient bien au-delà de celle-ci. Hein. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, je vois qu'il y a énormément de questions. Je vais te les balayer, Damien. Ouais, voir si... Nous avons une question de Florent. Je souhaite changer de métier. Être professeur de sport m'intéresserait. Les études sont-elles payantes? Vous voulez que je continue à répondre? Non, on va peut-être trouver. Je vais basculer les questions une par une et puis peut-être dans la salle, on va avoir des intervenants qui vont pouvoir répondre. Ok. Qui souhaite répondre? Hélène, peut-être? Oui, je peux répondre. Donc, il faut nuancer, faire la différence entre prof de sport et prof de PS. Donc, prof de PS, on est donc enseignant dans des collèges ou lycées pour enseigner l'éducation physique et sportive. Et professeur de sport, donc nous sommes placés soit auprès de fédérations sportives, soit dans les services déconcentrés de l'État, du ministère des Sports. Donc, je ne sais pas quelle est la question précisément, mais du coup, pour les 2 concours, il faut avoir un diplôme, au moins une licence pour pouvoir rentrer, pour pouvoir passer les 2 concours, puisque du coup, ce sont des concours de la fonction publique.
Donc voilà. Et ensuite, pour être professeur de sport, j'ai précisé du coup les diplômes qu'il fallait avoir pour accéder au concours. Voilà, je pense avoir répondu. Nous avons une autre question. Comment est perçu le CQP Fitness? Les salles de fitness portent-elles de l'intérêt à des profils uniquement diplômés? CQP, merci. Qui pourrait répondre à cette question? Je peux, si vous voulez. Hein, Aurélie, oui. Donc le CQP Fitness, en effet, est sorti il y a quelques mois pour permettre en effet à des potentiels candidats de se former dans un laps de temps un petit peu plus court. CQP Fitness instructeur sur la partie soit que cours collectif, soit personnel training. Donc c'est un diplôme qui est tout jeune, sur lequel on attend beaucoup en effet de retours pour voir en effet le contenu de la formation et si ce délai court en effet n'est pas contre-productif. Aujourd'hui évidemment qu'il intéresse puisqu'on a une pénurie notamment sur la partie cours collectif. Donc toutes les formations qui peuvent arriver sur le secteur, en tout cas dans le domaine, peuvent intéresser les clubs de fitness qui aujourd'hui quand même peinent à recruter et notamment des profils cours collectifs. Puisqu'aujourd'hui, le diplôme, le BP AF que je vous présentais tout à l'heure, a été très plébiscité sur la partie musculation avec l'engouement du CrossFit depuis les 5 dernières années, ce qui a du coup mis en tension un petit peu la partie cours collectif. Donc le CQP Fitness est pour moi en tout cas une vraie aubaine pour les candidats qui pourraient être intéressés, surtout pour derrière être embauchables et avoir en effet un potentiel pour pouvoir trouver un diplôme, un contrat très rapidement. Donc je pense qu'en effet, c'est quelque chose de très intéressant pour le secteur privé. On a d'autres questions. Oui, je participe à ce webinaire pour mon fils qui est en terminale Bac Pro. Il souhaite s'orienter dans les métiers du sport, rien à voir avec sa filière. Actuellement, que lui conseillez-vous? On peut peut-être proposer à cette personne à la fin du webinaire pour y répondre, puisqu'on va aborder ces différents champs. Ouais, c'est très vaste, en plus. Il y a différents secteurs et il y a d'importantes opportunités au regard, comme je l'ai indiqué, sur les 400 000 emplois que génère ce secteur d'activité. Et vous trouverez des liens pour la fin du webinaire et puis on va vous aussi vous présenter. Liens utiles. Oui. Est-ce que on passe à Franck ou on peut passer. Ou on peut passer à Franck. Alors Franck, bonjour. Bonjour à tous. La présentation. Donc, qui est analyste vidéo au sein d'un grand club, dont vous aurez l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Donc, même chose que pour les autres, même question. Quel a été votre parcours de formation pour arriver à ce métier? Alors, bon, je fais donc analyse vidéo au club de l'ASM avec le groupe professionnel. J'ai un parcours un peu particulier. Alors moi, je suis issu du milieu professionnel, j'étais joueur en contrat pro. En fait, un accident m'a contraint à arrêter ma carrière assez tôt. Et donc, du coup, j'ai eu une réorientation vers le métier d'analyste vidéo. Donc ma formation, en fait, quand j'étais joueur, même joueur en formation, j'ai passé mon brevet d'état d'entraîneur rugby à 15. Voilà, qui après, a posteriori, ça a été des DE qui ont été mis en place, des DE GEPS. Donc je suis rentré en formation pour pouvoir valider mon DE. Mais du coup, j'avais pas de formation spécifique sur le métier d'analyste vidéo. Je sais qu'aujourd'hui, donc des DU, des diplômes universitaires sont proposés spécifiquement sur ce métier, comme par exemple à Lille ou Font-Romeu. Voilà, donc il y a je reçois beaucoup de demandes de stagiaires qui sont sur ces formations et qui souhaitent avoir une alternance dans un club pour pouvoir avoir de la pratique par rapport à cette formation. C'est en développement parce qu'il y a également la Fédération française de rugby qui va proposer à partir de l'année prochaine un certificat de capacité pour ce métier.
Nous, pour les analystes qui sont en place sur les clubs, une mesure transitoire est mise en place en fait dans les 3 ans où on fait une formation de 2 jours pour pouvoir du coup valider ce diplôme et des acquis d'expérience. Voilà, donc pour le métier d'analyste en lui-même, bah, c'est à ma connaissance un peu ce qui se fait en ce moment. Pour ma part, moi, j'ai passé également un diplôme universitaire, mais plus spécifiquement sur l'analyse de data, les données, en fait, l'exploitation des données, donc pouvoir lire des fichiers avec des formats différents, en utilisant des outils différents, des outils informatiques pour pouvoir les exploiter, donc avec un langage informatique, des choses assez spécifiques. Voilà, je l'ai passé à Montpellier, sur le CREPS de Montpellier. Après, c'est un métier assez diversifié. Faut savoir que nous, on capte les images des entraînements durant la semaine et notamment on utilise des drones pour ça. Et la réglementation d'utilisation des drones étant devenue assez contraignante avec le développement de cet outil, bah, du coup, j'ai dû me former également sur le diplôme de télépilote de drone, donc avec une partie pratique sur un stage qui dure environ 1 semaine et une partie pratique avec la connaissance de toute la réglementation aérienne, parce que forcément quand on utilise l'espace aérien, eh ben on n'est pas soumis à l'espace terrien, et même si on est propriétaire de son site. Donc voilà, je me suis formé pour pouvoir obtenir ce diplôme. D'accord. Et même question pour les autres, en quoi consiste le métier, un petit peu dans les détails? Alors le métier, pour une équipe professionnelle, bon, il est déjà sur l'analyse de nos matchs. Donc en fait, c'est toute la partie séquençage de nos matchs, qu'elles soient collectives ou individuelles, pour pouvoir détailler un petit peu toutes les actions, en ressortir des statistiques et des indicateurs de performance pour pouvoir analyser notre équipe et notre jeu. Ensuite, on a également l'exploitation des matchs des autres équipes, notamment des équipes qu'on va rencontrer par la suite. Donc, récupérer toutes ces données, toutes ces vidéos. Donc, on a également des prestataires qui nous vendent des matchs déjà séquencés pour pouvoir nous les exploiter plus facilement derrière. Ensuite, à la semaine, on a toute l'analyse et la préparation des stratégies par rapport à ces matchs-là pour pouvoir nous mettre en place notre plan de jeu. Et ensuite, comme je vous le disais, on a les entraînements durant la semaine qui nous permettent de faire des retours aussi avec les joueurs sur ce qu'on a pu faire, sur ce qu'on a amélioré, voilà, au quotidien. Donc c'est globalement voilà, toute la semaine et les week-ends qui sont utilisés. D'accord, très bien. Et pour les avantages et les inconvénients? Alors les avantages, moi j'ai la chance d'être sur une équipe de top 14, donc le haut niveau de la discipline, donc avec derrière forcément un grand club et des moyens, des structures qui sont assez importantes, et qu'on voilà, avec forcément des outils derrière qu'on peut quand même exploiter pas mal de choses. C'est aussi forcément un métier passion, comme les autres quand on travaille dans le sport et que c'est sa passion, donc forcément ça c'est aussi un des avantages. Pour les inconvénients, c'est vrai que comme je vous le disais, c'est assez chronophage parce que ça prend beaucoup de temps. Les saisons sont très longues, ça joue tous les week-ends, il y a très peu de week-ends de libre dans l'année, donc forcément on est sur le pont tout le temps. Et pour ma part, en plus, je cumule avec une activité au sein de l'association avec l'encadrement d'une équipe jeune à l'ASM. Donc, du coup, voilà, j'ai aussi cette part de prise et ça laisse moins de temps à ses loisirs personnels. D'accord. Écoutez, on vous remercie. Est-ce qu'on a des questions? Oui, tout à fait. Nous avons une question. Quel niveau faut-il avoir pour passer un DU, analyste vidéo ou analyste des données? Alors, je pense pas qu'il y ait de prérequis particuliers. Ça, il faudrait voir effectivement sur ce qui est demandé
Je pense que ça se trouve facilement sur les sites au niveau des DU, mais je pense qu'on peut rentrer, alors peut-être un niveau bac, et encore, je suis même pas certain. C'est quand même accessible assez facilement. Ok. D'autres questions? Oui, on a des questions qui sont très générales, enfin qui ne s'adressent pas forcément à Franck. Nous avons une question, donc ça doit concerner nos 3 intervenants. Avez-vous bénéficié du dispositif Sésame, qui permet notamment de faciliter l'entrée en apprentissage dans les métiers du sport? Est-ce qu'un intervenant a pu utiliser ce dispositif? Moi, je n'ai pas eu accès. Non. Moi non plus, mais je pense que ça n'existait pas à l'époque. Ouais, oui, moi pareil. Peut-être, est-ce que quelqu'un pourrait répondre brièvement sur le dispositif Sésame? Hélène? Oui, je peux. Donc le dispositif Sésame, c'est un dispositif qui est mis en place du ministère des Sports, donc à destination de jeunes qui sont soit assez éloignés de la pratique ou de l'accès à la formation en tous les cas pour devenir éducateur sportif, et c'est une aide financière adressée aux jeunes pour pouvoir lui rendre l'accès possible à la formation, donc que ça soit la formation dans les champs de la jeunesse et de l'animation, ou que ce soit dans le champ du sport. Et donc c'est un dispositif qui aide le jeune dans son parcours de formation, soit pour préparer l'entrée en formation, soit pour la formation diplômante directement. Voilà voilà ce qu'il en est du dispositif Sésame. Merci Hélène. Pour nos 3 intervenants, on a une question. Avez-vous bénéficié du dispositif contrat d'apprentissage? Alors pour ma part, oui, j'en ai bénéficié à l'époque quand j'ai passé mon BE, puisque voilà, j'étais en contrat d'apprentissage au club de l'ASM sur les équipes jeunes, et j'ai passé mon BE en même temps avec la DPS formation qui se trouve dans les locaux de l'ASM Omnisport. Merci Franck. Et encore une autre question pour vous Franck. Dans votre club, dans la partie analyse des données, y a-t-il des gens plutôt issus des filières scientifiques? Si oui, quelles sont leurs formations et leurs métiers actuels? Alors nous, au sein du club, non, on n'a pas de personne spécifique. Alors plus du côté préparateur physique, où en fait là effectivement, avec l'utilisation des GPS pour calculer la charge de travail à la semaine des joueurs, on a un data scientist qui est issu des filières voilà, plus classiques, plus générales et plus scientifiques pour pouvoir exploiter toutes ces données. Oui. Merci. On a d'autres questions, mais qui sont plutôt généralistes. On les prendra à la fin du webinaire pour pouvoir poursuivre. Damien, j'ai pas d'autres questions. On passe à l'étape suivante. On remercie nos 3 intervenants. Merci à vous. Je vais passer. Hop, je reprends la main. Il est là. Voilà, donc sur les différents secteurs de l'emploi sportif, on a souhaité vous présenter à travers 2 grands secteurs, que ce soit le secteur public et le secteur privé. Quand on parle de secteur public, on parle de la fonction publique d'État, mais également la fonction publique territoriale au sein des collectivités, que ce soit les communes, les départements, les régions. Pour le secteur privé, on a 4 grandes thématiques à vous présenter: le mouvement associatif, la filière du tourisme, le loisir marchand et la vente d'articles de sport. Concernant le secteur public, et notamment dans le cadre de la fonction publique d'État, on a l'habitude de penser tout de suite au métier d'enseignant d'EPS, et les chiffres le confirment, avec près de 39 900 enseignants sur le territoire national. Mais il faut savoir qu'il y a aussi de l'emploi, de l'activité au sein des autres ministères, donc à hauteur de 5 300 agents. Que ce soit au niveau du ministère des Sports, on pense aux conseillers techniques, conseillers d'animation sportif, ministère de la Défense, les moniteurs d'entraînement physique, et de la justice. Au sein des prisons, on peut avoir des moniteurs de sport. Voilà.
Concernant la fonction publique territoriale, c'est pas moins de 46 220 personnels sur ce secteur qui vont travailler notamment au sein des collectivités. Alors pour une majorité d'entre eux, ce seront des agents d'exploitation des équipements sportifs et ludiques qui font partie des infrastructures que l'on retrouve sur nos territoires, sur nos différentes communes. Mais c'est également des professionnels qui sont animateurs ou éducateurs sportifs, hein, un peu plus de 15 000, ou responsables des activités physiques et sportives. Donc, ce sont des gens qui vont avoir des professionnels qui auront des diplômes dans le champ du sport, par exemple, qui vont avoir un BPGEPS, mais qui derrière vont avoir réussi un concours pour entrer dans cette fonction publique territoriale. Sur le secteur privé, le mouvement sportif. Alors, quand on parle de mouvement sportif, on pense tout de suite aux associations, notamment les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, qui peuvent être affiliées à une fédération et qui vont proposer, dans le champ du sport, la pratique d'une activité physique et sportive. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'une association sportive sur 7 est employeuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces associations qui au départ n'étaient pas professionnelles, étaient essentiellement composées de bénévoles, se sont structurées, se sont professionnalisées et sont source d'emplois au niveau du territoire. Et ça, c'est une des particularités récentes qui tend à se développer au sein de nos territoires. Sur la filière touristique, on a voulu mettre en valeur les atouts, l'attractivité de notre territoire régional. Alors notamment sur les activités de pleine nature, les activités touristiques outdoor, pendant la saison estivale, pendant la saison hivernale. Alors pendant la saison estivale, on a des atouts, hein, notamment en termes de randonnée pédestre, hein, plus de 30 000 km de sentiers balisés. C'est également des parcours à effectuer, que ce soit en vélo de route ou en VTT. Également des activités en lien avec l'essor du trail ou l'activité équestre, hein, avec près de 20 000 km d'itinéraires banalisés. Mais c'est aussi des activités qui nécessitent un encadrement par des professionnels certifiés, notamment sur des activités de type vol libre, et notamment, je pense tout de suite au parapente, ou des activités en lien avec la pratique en eau vive, que ce soit du canyoning, que ce soit du canoë, du kayak. Tous ces éléments font de notre région la première région, 48% des séjours en Auvergne-Rhône-Alpes donnent lieu à des pratiques en lien avec l'activité physique et sportive. Mais c'est également aussi les activités durant la saison hivernale et ce qui fait l'ADN de notre région, c'est-à-dire une pratique autour du ski alpin. On estime dans le cadre de l'hiver 2021-2022 à 1,3 milliard de recettes sur cette pratique. Il y a aussi une pratique, alors beaucoup moins importante pour l'activité nordique, mais il faut savoir que ça représente quand même, au sein de notre territoire régional, 60% des recettes nationales. Concernant les activités en lien avec les loisirs marchands, il y a d'abord un premier schéma qui est intéressant, qui est lié un peu à, je dirais, des contextes à l'arrivée à environ tous les 10 ans d'une pratique sportive qui a pu développer ce type d'activité. Alors dans les années 80, c'est le boom du fitness. Dans les années 90, c'est l'arrivée de l'escalade et on le voit même à l'heure actuelle avec la construction de sites d'escalade pour du public. Par la suite, dans les années 2000, le foot à 5. 2010, on en a parlé tout à l'heure, hein, le crossfit, le boom du crossfit. Et plus récemment, 2020, l'arrivée du paddle tennis qui vient même concurrencer la pratique du squash. Ces loisirs marchands sont des acteurs incontournables sur le territoire. On estime à environ 7000 le nombre de structures sur notre territoire. Alors avec une majorité de structures qui sont plus spécialisées sur les activités de fitness,
de musculation, de crossfit, pour un public majoritairement féminin. On estime à peu près que ces lieux de pratique qui séduisent 50% public féminin et surtout des jeunes générations, 39% du public à moins de 35 ans. La vente d'articles de sport, là aussi, c'est un secteur qui en plein essor. Voilà, 21% d'augmentation entre 2007 et 2019. On estime à 2019 à environ 62 316 emplois. C'est en constante augmentation. Et pourquoi? Parce que ça représente quand même environ 15 milliards d'euros sur les chiffres de 2021 pour la dépense des ménages, avec une particularité qui dénote par rapport à certaines activités, certains secteurs dans le sport, c'est qu'on est sur de l'emploi qui est beaucoup plus durable. On parlera beaucoup plus de CDI sur ce terrain d'activité. Quand on fait le comparatif là sur le recours au CDD, on est à 10% sur ce type d'activité, alors que sur l'ensemble de la filière sport, on est à hauteur de 33%. Sur le recours au temps partiel, cela ne représente que 21% par rapport aux 33%, aux 30% sur les autres activités. Et toujours là, on se retrouve également sur un public essentiellement jeune, 61% du public à moins de 35 ans. Alors j'en ai fini sur la présentation des secteurs, c'était une présentation très très courte. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si on peut passer directement à la présentation de Camille et de l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes de l'orientation. Je vous propose, on va passer avec Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et on a une série de questions, on répondra tous ensemble à l'issue. Ça marche. Camille, la parole est à toi. Merci, bonjour. Donc moi, je vais vous présenter Oreca, qui est un service d'information sur l'orientation. Donc c'est un site qui est sorti il y a à peu près un an, il y a tout juste un an même. Et donc c'est un site sur lequel vous pourrez retrouver de l'information sur les métiers, sur la formation et l'emploi. Et donc dans Oreca, on trouve des outils et des ressources qui vont permettre de mieux se connaître. Il y a par exemple un quiz métier. À l'issue de ce quiz, on peut identifier des métiers qui vous correspondent en fonction de ses centres d'intérêt et de ses goûts. On y trouve aussi des outils et des ressources pour explorer le champ des possibles, découvrir les métiers, et j'y reviendrai ensuite sur les métiers, repérer les métiers qui recrutent et puis aussi faire le pas d'après. C'est par exemple, une fois que j'ai repéré tel métier m'intéresse, quelles sont les formations qui peuvent me permettre d'exercer ce métier ou quels sont les sites pour lesquels je pourrais trouver une offre de stage ou d'emploi. Donc voilà ce que contient Oreca assez rapidement. Je vais donc, faire un zoom maintenant sur la famille de métiers du sport et de l'animation. Donc dans Oreca, au total, il y a 819 fiches métiers. Donc ça couvre un large éventail des métiers possibles. Et ces métiers, on peut y accéder par différents moyens, soit une recherche par mots-clés, si on a une idée précise du nom de son métier, ou par centre d'intérêt, ou encore par famille de métiers. Donc ça veut dire que nos 819 fiches métiers, on les a réparties, on a 30 familles de métiers dans Oreca, ils sont répartis dans ces 30 familles de métiers, et il y a en particulier une famille pour les métiers du sport et de l'animation. Donc, je présenterai, mais il y a aussi, on vient de parler des métiers de la vente des articles de sport. Il y a une famille sur les métiers de la vente et de la distribution. Donc, il y a une famille vraiment en lien avec la thématique du webinaire d'aujourd'hui, mais on peut aussi aller découvrir dans les autres familles de métiers des métiers qui seraient un peu connexes. Alors, cette famille dans la page métiers du sport et de l'animation, on retrouve l'ensemble, la liste des fiches métiers qui sont proposées dans Oreca et des liens vers des sites internet qui permettent d'accéder à des informations complémentaires. Je vous propose, je regarde, j'ai un petit peu le temps, de faire passer directement sur le site pour vous montrer en direct. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je n'ai pas l'impression. Voilà, je pense que ça va être bien comme ça. Voilà, là, en principe, vous devez voir mon écran. Merci.
Merci. Donc là, je suis sur la page d'accueil d'Oreca. Pour accéder aux familles de métiers, il faut aller dans le menu métiers. Et donc, on a les différentes entrées métiers, dont l'entrée famille de métiers. Et ici, j'accède à l'ensemble des fiches métiers de la famille des métiers du sport et de l'animation. Et puis, on va faire un petit zoom, par exemple, sur le métier d'éducateur sportif des activités aquatiques et de la natation, puisqu'on en a parlé dans ce webinaire. Et donc, voilà la fiche métier. Comment elle est construite? On a une première information sur est-ce que c'est un métier qui recrute, avec des petits pictos semblables à la météo, ce qu'on appelle, nous, la météo des métiers. Donc, quand le picto, c'est un soleil, ça indique bien qu'il y a un potentiel d'emploi pour ce métier-là. Donc, il y a des besoins en recrutement. Et ensuite, dans les contenus de notre fiche métier, on va vous proposer des infos pour découvrir le métier. Quelles sont les activités? Quelles sont les qualités requises, par exemple? Ensuite, des infos pour tester le métier. Donc, ça peut être, par exemple, je peux rencontrer des professionnels lors d'un salon, je peux faire un mini-stage de découverte dans une entreprise ou une association pendant les vacances scolaires. Enfin, voilà, différents outils pour pouvoir découvrir ce métier. On indique également la formation, avec la liste des formations et des diplômes qui peuvent permettre d'exercer ce métier. Donc là, par exemple, on a parlé, je prends l'exemple du BPGEPS, où on renvoie vers la fiche ONICEP qui décrit cette formation. Je reviens sur Oreca. Donc, la liste des diplômes et des formations. Et puis aussi, ensuite, on répond à la question « Où peut-on se former en région Auvergne-Rhône-Alpes ?» en faisant un lien vers un site qui s'appelle Côté Formation, qui est un site qui recense l'ensemble de l'offre de formation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, dans l'ensemble de l'offre de formation, les formations liées au métier du sport aussi, vous pourrez les retrouver sur Côté Formation. Et puis, la dernière étape, après s'être formé, c'est l'accès à l'emploi. Donc, là, sur Oreca, on va vous indiquer dans quel secteur le métier s'exerce. Donc, on retrouve ce que Damien nous a présenté. Ça peut être dans la fonction publique, secteur du sport ou du tourisme. Et puis, on vous propose également des liens pour repérer des entreprises qui peuvent recruter, donc notamment avec 2 outils de Pôle emploi, la bonne boîte et la bonne alternance, mais aussi des offres d'emploi sur un site, le site de Nos Talents, Nos Emplois, qui est un site de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, par exemple, sur ce métier éducateur sportif des activités aquatiques et de la natation, aujourd'hui, sur le site de Nos Talents, Nos Emplois, on trouve 5 offres d'emploi qui correspondent aux critères, donc des offres d'emploi qui ont été publiées par Pôle emploi. Et pour terminer cette rapide présentation d'Oreca, je voulais juste signaler que sur Oreca, sur la page d'accueil, vous pouvez trouver également une partie qui s'appelle Actualités et agenda, avec tous les événements, toutes les actualités qui concernent la découverte des métiers, et donc repérer les événements qui peuvent se dérouler près de chez vous pour mieux connaître les métiers qui vous intéressent. Eh bien, j'en ai terminé avec ma présentation. Je remets la présentation. Est-ce qu'on a des questions pour Camille? Je vois que le chat, mon micro, on a beaucoup de questions. Très actif, oui. Alors, on va commencer. Je vais commencer par le bas. Donc, ça peut concerner tout le monde autour de la table, hein. Donc, on a une question de Nicolas. Bonjour. Au niveau de l'événementiel sportif et de la communication, où peut-on trouver des informations ou des témoignages? Stéphanie, je vais pouvoir apporter quelques éléments de réponse. Alors déjà, par rapport à la cartographie prospective des métiers du sport que j'ai présenté en début de webinaire, dans la grande famille des métiers du développement des activités, c'est là où on va retrouver des métiers en lien avec l'événementiel. Donc, sur le site des observatoires de l'AFDAS, dont vous aurez le lien en fin de Je le mets tout de suite. Webinaire,
et bien là, vous allez pouvoir retrouver des fiches métiers qui présentent certains métiers du secteur de l'événementiel. Également en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront à l'été 2024, le comité d'organisation des Jeux et Pôle emploi plus d'autres acteurs de l'emploi ont mis en place, ont créé une plateforme qui s'appelle Emploi 2024, sur laquelle vous pouvez trouver des éléments sur les métiers de l'événementiel en lien avec le sport. Vous tapez Emploi 2024 dans un moteur de recherche et vous arriverez sur ce site. Voilà, il est possible également que sur le site Eureka, il y a peut-être des fiches métiers également en lien avec l'événementiel, la communication. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse. Merci Amélie. Nous avons une autre question de Sarah. Est-ce que le fait de suivre des études de lycéenne en filière STMG en étant en pôle espoir de handball ne pose pas de problème pour faire STAPS plus tard? Merci d'avance. Qui souhaite répondre? Hélène, peut-être? Oui. Je peux essayer. Du coup, là, on rentre dans le dispositif du droit commun pour tous nos jeunes avec Parcoursup, en fait. Pour rentrer à l'université, c'est ça. Après, les motivations et les contenus de formation en STAPS, on privilégie souvent des matières à des bacs avec des matières plutôt scientifiques, mais après, si les motivations sont là et si le dossier est bon, et puis avec Parcoursup, si ça passe, voilà. Merci Hélène. Une question de Jonathan. Est-il possible d'orienter vers des OF? Si oui, comment fait-on pour être référencé? Là, on dépasse le champ de notre webinaire. Peut-être que Jonathan, il serait bon de nous spécifier votre question. On a Marie-Noël. Les métiers de la danse, enseignante, chorégraphe, danseur pro, sont-ils associés à ceux du sport? Est-ce le même cursus universitaire STAPS? Hélène? Donc, j'ai répondu un petit peu. Donc, en fait, les métiers de la danse dépendent du ministère de la Culture. Donc, il y a un diplôme d'état de danse qui existe. Par contre, tout ce qui concerne la Fédération française de danse, donc danse en couple et breakdance, donc là, ça dépend du ministère des Sports et là, on a des diplômes dans le champ du sport. Voilà, donc je ne sais pas précisément quelle est la question. Je pense qu'on est plutôt sur la danse classique, moderne, jazz et contemporain. Donc les diplômes sont plutôt à voir avec le ministère de la Culture. On a une question très technique de Cédric. Pouvez-vous présenter les filières DUST, agent de développement de clubs sportifs et DU gestion des organisations sportives sur lesquelles il existe peu d'informations prérequis débouchés? Est-ce qu'on a quelqu'un en capacité de répondre autour de la table? Sinon, on avait quelqu'un de l'université. Oui, il y a quelqu'un, j'ai vu, qui est intervenu. Ouais. De l'université, si cette personne pouvait donner ses coordonnées ou éventuellement un site qu'on pourrait partager, ce serait intéressant. Merci. Alors, une autre question. Mon fils est en centre de formation avec l'objectif de devenir joueur professionnel de basket. Quel diplôme pourrait-il préparer en parallèle de sa formation sportive pour devenir coach sportif dans ce sport? Licence TAPS, point d'interrogation. Stéphanie, ouais, comme tu veux, Hélène. Au pire, tu me compléteras. Dans le cadre des centres de formation Club Pro, de toute façon, effectivement, le cahier des charges prévoit travailler le double projet.
Après, si c'est vraiment coach sportif en basket, alors soit effectivement, il y a les licences TAPS, sinon il y a des diplômes d'État spécifiques à l'encadrement du basket. Là, il y a notamment Monsieur Bonneau qui intervenait pour tout à l'heure toute question sur le CQP instructeur fitness, mais j'ai vu que c'était la ligue de basket, donc pareil, la personne peut aussi, je laisse Monsieur Bonneau éventuellement apporter des compléments ou laisser ses coordonnées pour apporter des compléments sur la filière basket. Mais là, il faut aussi se rapprocher du centre de formation qui, normalement, doit assurer le suivi socio-professionnel et doit être en mesure, notamment, quelqu'un au sein du centre de formation doit être en mesure, notamment, d'accompagner chaque jeune conventionné pour son double projet. J'insiste. Alors moi, je me permets parce que du coup, c'est nous qui avons l'agrément, qui octroyons l'agrément au niveau des centres de formation. Donc ça fait partie des conditions, des centres de formation qui doivent assurer le double projet, doivent accompagner les jeunes dans ce double projet, et donc doivent pouvoir aussi renseigner. Néanmoins, voilà, tout dépend. Coach, quand vous dites coach, c'est vraiment si c'est dans le basket pur et dur ou si c'est plus généraliste. Il y a soit les diplômes d'encadrement issus du ministère des Sports, soit de l'enseignement supérieur. Je te laisse, Hélène, si tu veux me préciser. Oui, et du coup, il y a en basket, il y a un CQP basket, donc on peut peut-être aussi commencer par le CQP, et puis ensuite BPGEPS, DEGEPS et DES-GEPS. Voilà. Merci Marie-Cécile et Hélène. Une autre question de Barbara. Y a-t-il des métiers qui associent sport et mathématiques? Comment trouver ce genre d'informations? Donc là, c'est la colle. C'est des formations en émergence. Non, c'est des métiers en émergence. Amélie Duhart l'a précisé tout à l'heure avec tout ce qui était statistique, data, données et notre intervenant l'a aussi précisé. Là, on rentre vraiment dans des nouveaux métiers avec des statistiques, donc pour analyser les données chiffrées de sport collectif, des statistiques individuelles, des performances. Ce sont vraiment des outils de la performance, d'accès à la performance maintenant, les chiffres. Donc, je pense que c'est peut-être d'abord un cursus scientifique et après, on s'oriente vers des métiers, vers des stages dans le champ du sport, en tous les cas. Merci. Étant responsable d'un institut de formation au métier de basket, il est souvent compliqué pour connaître l'existence de types de formation. Là, s'il est responsable d'un institut, en fait, Jonathan veut certainement faire la promotion de son institut, c'est pas l'objectif forcément de ce webinaire. Stéphanie, peut-être pour répondre, donner un début de réponse sans trop déborder de l'objectif. Tout à l'heure, en présentant Eureka, je présentais le site Côté Formation. Côté Formation référence l'ensemble de l'offre de formation disponible dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, les instituts, les centres de formation peuvent faire référencer leur offre sur Côté Formation. Et donc la rendre accessible et visible auprès du public. Voilà. Merci Camille. Alors je suis Virginie Pilate de l'UFR STAPS. Alors je vois pas toute la question. Oui, c'est la personne qui intervenait pour l'université Claude Bernard. Elle nous invite à surfer sur son site web pour découvrir les formations de l'enseignement supérieur. Et il y a une journée porte ouverte le 24 janvier. Merci Virginie pour ces éléments d'information. Donc je vous rappelle, il y a une journée porte ouverte le 24 janvier à l'UFR STAPS à Lyon. Nous avons une autre question de Yann. Le campus Adasa, CFA des métiers du sport et de l'animation, est-il référencé sur le lien du site Eureka? Camille.
Pardon, le temps d'appuyer sur les bons boutons. Alors, on ne référence sur Eureka, nous, on ne référence pas l'offre de formation. C'est bien sur côté formation. Donc, je vous invite à vérifier, à aller voir sur le site côtéformation.fr si votre offre de formation est bien référencée sur ce site, et si ce n'est pas le cas, de faire les démarches auprès de Via Compétences, qui est l'organisme qui propose le site côté formation, pour référencer votre offre. Merci. Et nous, en fait, dans Eureka, on fait des liens avec ce qui est dans côté formation. Donc, d'où l'intérêt pour vous, côté offreur de formation, d'être bien présent sur côté formation. Merci Camille. Donc là, on a une question que Amélie a répondu dans le chat, mais ce qui serait bien, c'est de répondre de vive voix pour les personnes qui écouteront ce webinaire en replay. Quels sont les métiers émergents? Alors, je reprends la parole, Stéphanie. Oui. La liste n'est pas exhaustive, hein, mais parmi les métiers émergents, on peut retrouver tous ceux de l'insertion, les métiers de l'insertion par le sport, tout ce qui concerne également, on l'a dit, hein, analyste de la performance, hein, analyste vidéo, également préparateur physique, préparateur mental, tout ce qui concerne les métiers en lien avec le sport santé, le sport bien-être. On a également en développement le métier d'éducateur sportif, alors actuellement qui peut être sur certains territoires en tension. Donc il y a des besoins d'éducateurs sportifs dans les clubs, notamment en territoires ruraux. Voilà, il y a également le métier de vendeur et réparateur de vélos. Voilà, qui est un métier émergent, celui de chargé de développement et de directeur de structure sportive. Voilà, bon, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Voilà, vous pourrez en retrouver certains sur la cartographie prospective des métiers du sport. Merci Amélie. Donc là, on a une réponse dans le chat, enfin dans les questions. À la question de Sarah, est-il possible de poursuivre des études en étant pôle espoir handball pour ça pose pas de problème pour la filière STAPS. L'université Claude Bernard lui répond: des places sont réservées pour les sportifs de haut niveau en L1 STAPS. Le parcours scolaire n'est qu'un indicateur parmi 5 critères bien passés par Parcoursup en signalant votre statut de sportif de haut niveau. Merci à la personne qui se cache derrière l'université Claude Bernard d'avoir répondu. Je me permets juste de préciser, en étant bien entendu que statut sportif de haut niveau, c'est pas juste être inscrit dans un pôle espoir, faut bien être listé sur liste ministérielle de haut niveau. Hein. Donc, faut bien vérifier que vous avez un justificatif attestant que vous êtes inscrit sur liste ministérielle de haut niveau. Juste l'inscription dans une structure d'entraînement, quelquefois, ne suffit. Enfin, voilà, c'est pas la même chose, en fait. Merci Marie-Cécile pour ces précisions. Nous avons une question de Ludivine. Bonjour, depuis un moment, je m'intéresse au sport et je voudrais savoir si à mes 45 ans, je peux faire une reconversion. Alors moi, je vais vous apporter un premier élément. Il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Le tout, il faut que le projet soit bien ficelé. Est-ce que quelqu'un souhaite apporter des... Je peux rebondir moi aussi là-dessus avec mon expérience au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on a l'occasion de financer nombre de parcours de personnes qui sont dans votre situation, qu'on croise sur le terrain, des gens qui se sont reconvertis et qui seront même plus âgés que les 45 ans que vous citez. Donc là, il y a pas de difficulté, il suffit juste voilà, d'avoir la volonté et de passer aussi, alors là, il faudrait faire tout un webinaire là-dessus, passer, si vous êtes intéressé par un BPGEPS, les tests d'entrée pour pouvoir rentrer en formation. Mais en termes de financement, oui, tout est possible là-dessus. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que je peux citer les différents liens utiles? Oui, parce que alors là, on avait dans la question de Céline était intéressante. Il y a quelqu'un qui voulait répondre. Malheureusement, Justine, vous ne pouvez pas avoir accès à la parole, mais je vous laisse éventuellement y répondre par écrit.
Et il y a une question, et dans l'armée, pour se reconvertir dans l'armée, c'est compliqué, puisque passé certaines limites d'âge, vous ne pouvez plus rentrer dans l'armée. Au-delà de 50 ans, vous ne pourrez pas rentrer dans l'armée. Vas-y, Damien, je te laisse reprendre. Alors, pour les liens utiles, hein, c'est la dernière page. Donc, petit rappel par rapport à ce qu'a indiqué Camille de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes L'Orientation. Vous avez le lien vers le site Oreca. Camille a également cité le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Nos Talents, Nos Emplois, qui est qui est un portail qui fait le lien entre les sortants de formation et les entreprises qui sont à la recherche de profils, de collaborateurs pour intégrer leurs entreprises. Nous avons également le site du ministère des Sports avec le focus sur la rubrique les métiers formation. Donc là également, comme j'ai pu l'indiquer, on pourrait faire tout un webinaire sur les métiers formation, notamment celles qui sont sous la certification de l'État, hein, notamment les BPGEPS, les DEGEPS, voilà, entre autres. L'AFDAS, Amélie l'a cité, hein, le site internet de l'AFDAS et notamment l'observatoire de l'AFDAS avec de nombreuses études très intéressantes sur le secteur du sport et particulièrement cette cartographie prospective sur les métiers du sport. Je rappelle aussi le site du groupement d'employeurs profession sport et loisirs Auvergne. Et enfin, le site de Pôle emploi Métier-Scope qui fait notamment via ce lien le focus sur le secteur d'activité sport, animation et loisirs. Voilà, je pense qu'on peut clôturer le webinaire, sauf si on a d'autres questions. Stéphanie, en tant que maître du temps aussi. J'ai une autre question. Ah, vas-y, dis-moi. Ah, est-ce qu'on peut trouver sur Oreca des formations hors Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, non, pas directement. Sur Oreca, vous allez trouver l'ensemble des formations, des diplômes possibles pour exercer le métier. Et alors, vous pourrez trouver où s'exercent ces formations en cliquant sur les liens de l'ONICEP. Enfin, l'intitulé de cette formation renvoie vers le site de l'ONICEP. Et sur le site de l'ONICEP, vous avez la liste des établissements qui proposent ces formations, mais en voie initiale. Donc, dans la poursuite de la voie scolaire, enfin, dans la voie scolaire, en fait. Si c'est pour un projet de formation continue ou de reconversion, vous ne le trouverez pas nécessairement sur l'ONICEP. En revanche, côté formation, c'est l'offre régionale et via compétences, c'est ce qu'on appelle un CARIFOREF. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de jargon, mais il y a des CARIFOREF dans chaque région qui ont pour mission de recenser l'offre de formation dans leur région et il y a un site qui agrège toute cette offre recensée dans les régions. Donc, le site qui s'appelle Intercariforef, là, vous retrouverez l'ensemble de l'offre de formation accessible par voie initiale ou continue, proposée, enfin, en tout cas, qui a été recensée par les Cariforef, donc en France. Voilà. Sinon, vous retrouvez aussi toutes les informations nationales dans la bonne formation, une appli de Pôle emploi. Je n'ai Ah, s'il y a d'autres questions qui arrivent. Cadre décision. Ouais, après, alors là, c'est des mélanges de conversations qui arrivent dans le chat, donc c'est un peu compliqué. On peut pas répondre parce que je ne vois pas la question. Désolée, Marie-Noël, je ne comprends pas la question. Ah, Marie-Noël est en train de compléter, puis ça va être la dernière question qu'on va prendre. C'est une question de Céline. Bon, écoutez, oui, parce que oui, Céline qui disait, Stéphanie, je pensais plutôt au métier de cadre. Oui. Non, Stéphanie, en fait, Céline, la question, moi, je la vois là. Je pense voir la question initiale. C'est que pensez-vous de l'avenir des métiers du sport suite à Paris 2024 ? Y a-t-il des projets de développement du sport en France et notamment des filières de performance haut niveau ? Le sport est encore très peu valorisé et dans l'ensemble peu rémunéré comparativement à d'autres pays. Quelles sont aujourd'hui les filières possibles pour faire avancer les choses, étant donné que les emplois et postes au CNOSF ou même dans les CDOS sont très rares ? La question est ouverte. Allez-y. Marie-Cécile ? Alors ça va être difficile parce que je suis désolée, c'est un peu confus là. Je vous avouerai que la question est un peu confuse parce qu'on parle de haut niveau, de performance, de cross, de CDOS. Donc je vais pas vous cacher qu'effectivement avec les Jeux Olympiques, on peut se douter qu'effectivement
Alors déjà, avant les Jeux Olympiques, si vous suivez un peu les actualités, vous verrez qu'effectivement, il y a des choses qui se mettent en place au niveau du ministère avec la promotion notamment, et ça rejoint notamment peut-être des métiers en émergence, notamment l'éducateur sport santé, avec faire bouger, promouvoir l'activité physique pour le plus grand nombre. Donc forcément, mais alors que ce soit les Jeux, encore plus avec les Jeux, mais sans les Jeux, de toute façon, il y a toujours effectivement une volonté de développer toujours plus le sport. Donc, qui dit développer le sport, dit structurer les clubs sportifs notamment, ou en tout cas les acteurs du sport, et qui dit structurer, dit à un moment donné besoin de professionnels. Donc, on peut espérer effectivement que encore plus à post-jeu, et sachant qu'en plus on est parti pour avoir visiblement aussi les hivers en 2030, c'est quasiment fait. Du coup, effectivement, ça va amener alors à la fois la recrudescence certainement effectivement d'encadrement, et puis ce qu'on disait, ce sont les métiers supports dont on peut effectivement s'attendre à ce qu'effectivement il y ait aussi des besoins, puisque du coup tout ce qui est l'accueil, la gestion, le développement, la fidélisation, la diversification de ces pratiques, etc., font que quelquefois, effectivement, il faut faire appel effectivement à des personnes compétentes en la matière. Et comme c'est chacun ses compétences, l'éducateur n'est pas forcément celui qui va faire marketing ou autre, sauf à être pluricompétent, ce qu'on peut encourager aussi dans certaines structures. On peut se douter qu'effectivement, il y a de la place, notamment et de l'employabilité qui devrait effectivement voir le jour, où on continue, en tout cas, on peut espérer continuer à se développer. Sur la haute performance, le haut niveau en lui-même, je pourrais pas vous dire, ce sont quand même des choses assez spécifiques, ça tout dépend, enfin là, c'est bon, on va regarder les résultats aussi, la France, mais je suis désolée, c'est que c'est un peu confus la question, parce qu'on part du haut niveau, etc. D'une manière générale, oui, on peut s'attendre, et on espère nous aussi au sein des services que ça aide le déploiement effectivement du sport, et donc de la professionnalisation dans le champ du sport, si je fais court. Merci bien, Marie-Cécile. Damien, j'ai pas d'autres questions. Je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci. Merci à tous. Et juste pour dire, de remercier les participants, remercier le public d'avoir été en nombre. Je crois que Stéphanie, tu indiquais en avant-propos qu'on était à plus de 300 personnes qui s'étaient inscrites à ce webinaire. Et plus de 113 personnes connectées. Voilà, donc ça prouve que ça suscite un intérêt. Ça prouve aussi qu'au regard de toutes les questions qu'on a eues, qu'il faudrait organiser plus de webinaires sur différentes thématiques et que le sport a vraiment un terrain, un champ très vaste en matière d'orientation, en matière de secteur. Et nous, acteurs du sport, on espère que ce webinaire aura contribué à éveiller votre curiosité, à faire de vous, ou si vous ne l'êtes pas déjà, un acteur du sport également. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci. On va pouvoir arrêter l'enregistrement.